avec Bertrand Grandsagne, donc responsable des publications de l'École française d'Athènes. Il nous a paru assez évident, effectivement, au cours de cette journée qui évoque 150 ans de collaboration entre nos deux institutions, d'aborder la question des publications par les coéditions, je dirais les collaborations que l'on entretient encore aujourd'hui, mais surtout à partir d'une publication qui est vraiment emblématique, ne serait-ce que par le nom qu'elle porte, et qui porte le nom de nos deux institutions, qui est la Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, la fameuse BEFAR, qui accueille l'ensemble des thèses de nos membres, des anciens membres, des futurs membres, bien évidemment, et dont on souhaitait retracer de manière forcément, je dirais, à grands traits, quelques histoires qui nous semblent tout à fait emblématiques de cette collaboration entre nos deux écoles. Et en se plongeant effectivement dans les archives de nos deux institutions, il est apparu de manière très, très évidente que le lien entre l'EFA, la section romaine et les publications est totalement est présent dès l'origine, en fait, et participe d'un seul et même projet intellectuel qu'on va essayer d'identifier en replongeant effectivement à la fois dans des correspondances et des archives et des décrets qui nous permettent aujourd'hui de retracer cette petite histoire de BEFAR. Alors, on suppose que publier va de soi, mais parfois cela va mieux en le disant. Et donc, effectivement, Pistakouris, dont on parlait précédemment, était le premier lui-même à inciter les jeunes Athéniens à écrire en leur demandant des articles prouvant qu'ils n'étaient ni morts ni endormis. Alors, on publiait dans le Moniteur, on publiait dans le journal de l'instruction publique, dans la revue des Deux Mondes, et de 1850 à 1856, les mémoires sont insérées dans les archives d'émissions. Mais en 1956, ce recueil a été supprimé, et on se préoccupe alors d'imprimer ailleurs les envois. Mais bien qu'on insistât pour que l'école française d'Athènes, dans un juste sentiment des nécessités de la science et son propre organe de publication, exclusivement réservé à ses travaux, au ministère, on hésitait. Et le rétablissement des archives d'émission fit perdre donc à l'école tout espoir d'avoir son recueil particulier. Et c'est là que notre histoire croisée est intéressante, c'est qu'on s'aperçoit que c'est avec la création de l'antenne, de la succursale, de la section romaine de l'école d'Athènes, renaît l'idée de mémoire de l'école française d'Athènes. Mais, et on en a maintes fois parlé ce matin, ce sont les concurrences anglaises et surtout allemandes qui accélèrent la réflexion. Alors, on a vu ce matin qu'effectivement la transformation de l'Institut de correspondance à Rome pousse les Français à agir, mais on remarque exactement la même chose également à Athènes, et Burnouf, dans une lettre au ministre Jules Simon, lui-même s'en émeut. Et toujours sur le même thème, le 8 janvier 1873, Burnouf pouvait écrire au ministre Simon: « Si le projet de succursale que j'ai l'honneur de vous soumettre se réalise, l'école se trouvera alors en état de produire de vrais savants et de rivaliser avantageusement avec l'Allemagne. » Et toujours sur ce même mode, Émile Burnouf, dans sa lettre du 7 avril 1973, toujours au ministre Simon, écrit: « La création de la succursale de Rome est la seconde étape du chemin que nous avons à parcourir. La première était la construction de l'école d'Athènes. Le troisième, comme je l'ai fait pressentir à M. Thiers, sera la création d'un recueil régulier de mémoires et d'autres écrits formant un corps d'annales propre à l'école française et qui puisse être opposé aux publications analogues de l'Allemagne. » Donc c'est un point fixe de Burnouf. Dans son projet de modification à apporter au régime de l'école d'Athènes, en juin 1972, il reprend toujours ce même principe. Ce qui fait la force de l'Institut archéologique devenu allemand, c'est l'étendue et la régularité de ses publications comprises sous le nom de bulletins et d'annales. Il en profite pour se lamenter un peu, là aussi, de la négligence, en tout cas, des
manuscrits qui ensuite terminent à l'Académie des inscriptions ou qui sont publiés dans des revues qui ne sont pas très diffusées. Et donc, il insiste pour que tous les mémoires de l'école, sans exception, soient publiés intégralement, régulièrement et sans ces longs délais qui découragent leurs auteurs. Ce qui est assez intéressant également, c'est que si la réflexion porte sur les mémoires et les travaux, effectivement, des membres et des élèves de l'institution, la réflexion va un peu plus loin. Dumont écrivait à Burnouf le 7 juillet 1872 « Il est indispensable que les savants italiens partagent leur communication entre nous et la Prusse. C'est une campagne à entreprendre, on en sortira vainqueur. Il nous faut tous les noms importants de l'Italie. » Et quelques lignes plus bas, j'ajoute également de la Grèce. Et j'irai même jusqu'à donner 5 feuilles au grec moderne. Donc, on voit effectivement que la création des bureaux athéniens, des bureaux romains et de publications qui puissent rivaliser effectivement la science allemande est au premier plan de la création des éditions. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que, comme précédemment cité, c'est à la fois un enjeu diplomatique et intellectuel. Et un enjeu intellectuel qui répond aussi à un souhait fortement énoncé du milieu académique, de la communauté scientifique. Et si bien on a retrouvé effectivement cette communication dans le journal des débats d'un bibliothécaire, d'Ernest Vinet, bibliothécaire de l'École nationale des beaux-arts, qui s'enthousiasme après l'annonce de la création de la section romaine de l'École française de Rome et qui souligne déjà dans son texte qu'il serait une bonne option, une bonne possibilité de prévoir également un organe de parution dédié à ces deux écoles. On peut lui dire « Me serait-il défendu de songer à quelque amélioration féconde et de souhaiter qu'à la place d'un simple rapport destiné à être enseveli dans les archives de l'Institut, l'Académie des inscriptions voulut bien admettre un principe, une publication, à l'instar de l'Institut de correspondance, publication rédigée par les élèves de l'école française, soit avec le concours du directeur, soit simplement sous sa surveillance. » Il va même plus loin à fantasmer déjà à quoi pourrait ressembler ce type de publication. Elle serait effectivement un recueil des fouilles, elle serait illustrée par les talents des artistes de la Villa Médicis, et de conclure « D'ici, je vois la place de ces annales françaises honorablement marquées dans toutes les bibliothèques ». Fantasme qui va encore plus loin en présentant cette section romaine de l'école française d'Athènes comme quasiment une sorte d'incubateur de talents, de futurs écrivains, de futurs auteurs, et en imaginant effectivement que les futurs membres de cette section romaine seraient guidés par une main amie et sûre. Il leur sera toujours facile d'écrire une bonne page d'archéologie. Pourquoi ne les mettrait-on pas en communication avec le public compétent ? Pourquoi ne ferait-on pas connaître leurs essais, leurs travaux ? Pourquoi ne tenterait-on pas, par ce moyen, de les captiver, de les piquer au jeu et d'allumer le feu sacré dans la nouvelle école, en un mot, d'y tuer pour toujours l'indifférence ? Donc on voit les attentes qui sont très prégnantes, très fortes, les attentes à la fois intellectuelles, et c'est aussi cet outil de diplomatie culturelle, mais il y a aussi une projection et un fantasme de projection sur ce que pourraient être les publications issues de ces institutions. Donc le décret relatif à l'école française d'Athènes du 26 novembre 1974, pris donc par Marc Mahon, va débloquer les choses. Donc ce même décret qui, dans son article 9, on en a parlé un peu plus tôt ce matin, énonce la section romaine de l'école française d'Athènes, prend le titre d'école d'archéologie de Rome. Donc ce même décret, dans son article 6, énonce les mémoires des membres de l'École française d'Athènes, les communications adressées par les associés correspondants seront publiées par les soins du ministre de l'Instruction publique après avis de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Donc ainsi, tout était lié, et pour répondre aux vœux de Burnouf, les 3 volets, Athènes, Rome, publication, se mettaient ainsi en place. En octobre 1975, Albert Dumont remettait au ministre Vallon une demande accompagnée d'un devis pour l'obtention d'un crédit de publication.
Et effectivement, ce crédit fut inscrit au budget de l'école et il réitéra constamment ces instances qui furent couronnées de succès. Alors le principe de publication est acté, les crédits sont alloués, et il faudrait trouver maintenant un nom à ces publications. Et c'est dans une lettre adressée à Geoffroy qu'Albert Dumont, en 1876, évoque déjà les pistes pour cette future publication. Nous étions tombés d'accord pour mettre Athènes en première ligne, parce que notre école est plus ancienne de 25 ans. Dans mon opinion, cela est assez indifférent. Puis il semblerait qu'il y ait une forme d'injustice à mettre Athènes au second rang. Je propose donc Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, ou quelque chose dans ce genre. Et ce quelque chose dans ce genre perdura. L'idée est reprise par Geoffroy dans une adresse au ministre en 1876. Et là, c'est aussi intéressant de voir à quel point le calendrier s'accélère, une fois acté le principe de cette publication. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une échelle temporelle de quelques mois. 1876 est vraiment une année assez déterminante pour l'abbé Farr. Donc, dans une lettre du mois d'août, Geoffroy reprend cette idée, et en séance de l'Académie est cité donc le compte-rendu et cet échange où M. Geoffroy, directeur de l'École française de Rome, lit une note dans laquelle il expose ses idées sur la direction à donner aux études des jeunes gens envoyés à cette école. Monsieur Quicherat émet le vœu de voir recueillir dans une sorte de journal le résultat des recherches des membres. Il voudrait qu'en s'attachant avant tout à faire connaître des faits positifs, tels que par exemple des améliorations de texte, l'archéologie, qui dispose déjà de nombreux organes de publicité, ne devrait pas y occuper trop de place. Et Geoffroy fait remarquer que dans sa pensée, la bibliothèque des écoles françaises, la bibliothèque des écoles d'Athènes et de Rome devrait enregistrer les observations auxquelles fait allusion M. Quicherat. Donc c'est assez amusant de voir l'accélération la finalisation et l'aboutissement de la création de cette collection. Pour finir, je dirais l'apothéose de la commission, du rapport de la commission des écoles françaises d'Athènes et de Rome du mois de novembre. Donc on voit entre l'esquisse de l'ébauche du titre de collection du mois de mars et l'annonce officielle en séance de l'Académie, que ce qui aurait dû se faire depuis le moment où a commencé la production régulière de l'école va s'accomplir enfin grâce à l'énergique insistance des deux directeurs, messieurs Geoffroy et Dumont. On nous annonce pour l'année prochaine le premier volume du recueil tant désiré, la Bibliothèque des écoles d'Athènes et de Rome. Nos deux écoles offriront chaque année un volume de mémoire où seront étudiées avec réflexion d'importantes questions de philologie, d'épigraphie, d'archéologie, où l'histoire du passé sera traitée avec cet esprit critique et cette sévère exactitude qui de jour en jour deviennent plus nécessaires, mais aussi avec cette clarté d'exposition et cette sobre élégance dont la tradition toute française ne doit pas périr. Vaste programme. Et c'est ainsi que parut à la fin de l'année 1876 le volume inaugural de cette collection tant désirée, donc le mémoire sur une mission au Mont Athos de Monseigneur Duchesne, qui porte en fait l'abbé Farr était né. Alors l'abbé Farr était né donc grâce encore une fois à cet article 6 du décret de novembre 1974, donc il disait le ministère prend en charge la publication d'ouvrages. Et effectivement, le 6 février 1977, la direction de l'enseignement supérieur du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts communiquait au directeur de l'École française d'Athènes copie du traité passé entre le ministre de l'Instruction publique, d'une part, et Ernest Thorin, libraire-éditeur, d'autre part. Traité exécutoire à dater du 1er janvier 1977. Donc on le voit, ce n'est pas géré au niveau des écoles, c'est le ministère qui passe accord directement avec un libraire-éditeur pour organiser la naissance de ces nouvelles publications. Alors ce traité est, défaut d'être admirable, en tout cas remarquable, de concision, puisqu'en 12 articles, il organise la collection, fixe le statut des protagonistes, EFA, EFR, Thorin, ministère, commission des deux écoles. Il fixe les critères techniques de la publication, le budget, les arrangements financiers, les diffusions gratuites et payantes.
Donc la collection, donc effectivement, article 1, le recueil s'intitulera Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome. Il contient les mémoires et travaux des deux écoles. Dans son article 3, il portera la mention uniforme Ministère de l'Instruction publique, Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, année, etc. Il fixe dans l'article 4 le statut des protagonistes, mais ce qui est amusant, c'est qu'il fixe également les critères techniques. Article 3, couverture imprimée, c'est au niveau du ministère, couverture imprimée de couleur. Article 7, le titre du volume compte pour un quart de la feuille. Publié in octavo, sur papier cavalier. Alors le papier cavalier, c'est papier de 46 sur 60 cm. Publié en caractère 9. Nombre maximum de feuilles par année, 54, soit 27 par école, donc dans l'article 5. Si une école dépasse, ce sera donc au détriment de l'autre, et l'année suivante sera rétabli l'équilibre. Le budget est fixé à 5 000 francs, et ça va très loin, donc toujours au niveau du ministère, puisque le prix de la feuille est négocié à 46 centimes l'impression, pareil pour le prix de la planche, et à 5 centimes le bois. Ce traité, donc passé entre le ministère et Thorin, fixe également les règles de diffusion. 200 exemplaires de chaque fascicule partent directement au ministère, article 6, et 20 exemplaires au directeur de l'école pour diffusion aux auteurs et diffusion qui lui est propre. 300 exemplaires au moins sont destinés à la vente, gérés directement par Thorin, article 10. Le prix est fixé, on laisse tout de même ça au directeur, le prix est fixé par le directeur de l'école intéressée, article 8. Et les auteurs peuvent ensuite prendre directement langue avec Thorin pour faire imprimer des exemplaires supplémentaires à leur guise. Alors, ce qui est assez spectaculaire également, c'est que, au-delà de tous ces paramètres techniques, le nom de la collection, le prix à la page négocié, les attributions des uns et des autres, le ministère va encore plus loin parce que c'est lui qui fixe la distribution des hommages, des ouvrages. Donc on a retrouvé effectivement cette première dépêche ministérielle qui date de septembre 1877, qui est une lettre de Joseph Brunet, alors ministre de l'Instruction publique, adressée au directeur de l'école française de Rome, et qui rappelle effectivement, son objet c'est publication des écoles françaises d'Athènes et de Rome, distribution, et qui fixe effectivement les modalités de distribution des ouvrages de la future collection. Il rappelle, Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de vous informer que conformément aux propositions concertées entre vous et votre collègue, Monsieur le directeur de l'école française d'Athènes, j'ai arrêté ainsi qu'il suit la liste de distribution de la publication qui sera faite directement par les soins de mon administration au nom des deux écoles. Et le nombre d'exemplaires distribués est fixé à 65. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que quand on voit dans la liste des destinataires, indépendamment des bibliothèques effectivement d'excellence et les membres de l'Institut, on voit apparaître la figure de Sa Majesté l'Empereur du Brésil, qui recevra. 2 ans après, on a une autre lettre, celle-ci écrite du ministre de l'Instruction publique de l'époque, Jules Ferry, qui date de 1979, également adressé au directeur de l'école française de Rome, qui porte sur le même objet, la distribution des publications des écoles françaises d'Athènes et de Rome, qui fait référence à la première liste de distribution et qui fixe par une seconde liste de distribution les nouvelles répartitions entre les deux écoles et les nouvelles attributions. Une première répartition de 65 collections vous a été notifiée par la dépêche de 1977. Depuis cette époque, une collection a été attribuée au service de l'exposition universelle. La nomenclature ci-dessus déterminante, l'affectation de 18 exemplaires, porte au chiffre de 84 la série concédée jusqu'à ce jour. On est vraiment à un degré de précision qui est redoutable. Et parmi les 18 destinataires supplémentaires, on trouve tout simplement son éminence le cardinal Pitra, l'ambassadeur de France près le roi d'Italie, l'ambassadeur de France près le Saint-Siège. Donc la distribution de l'abbé Fabre
est un enjeu diplomatique et un jeu de diplomatie culturelle assez phénoménal. Et c'est aussi à la demande des directeurs des écoles qui souhaitent eux-mêmes être à l'initiative de l'envoi personnel des exemplaires qui sont réservés aux écoles. Ainsi, sur le directeur de l'EFR en 1877, qui exprime au ministre: ne vaudrait-il pas mieux que ces exemplaires, donc les exemplaires revenant à l'école, fussent distribués par les soins du directeur de l'école française de Rome, qui, en les présentant lui-même ou les accompagnant de lettres spéciales, peut obtenir pour la bibliothèque de l'école ou pour l'école même des services ou des dons précieux. Donc Brigitte, à partir de maintenant, vous allez envoyer vous-même les Beffard. Dans un autre courrier qui date de 1880, un courrier du ministre également, on mentionne un autre destinataire non moins illustre, qui est tout simplement le Saint-Père, qui reçoit donc la Beffard. On est quand même sur quelque chose d'assez... Ah, j'ai fait une erreur, excusez-moi. Donc, on voit à quel point l'implication du ministère sur cette collection couvre absolument tous les aspects de la fabrication, à la diffusion, à la distribution. Est-ce que ce traité perdure? Alors, oui, ce traité perdure. Il perdure sur tous ses aspects. Alors, sur l'aspect diffusion, effectivement, comme on l'a vu, et on continuera à trouver encore... en 1970, des correspondances entre Pierre Amandry, directeur de l'École française d'Athènes, et Pierre Boyancé, directeur de l'École française de Rome, donc de directeur à directeur, sur les observations sur la disparité de traitement entre les écoles, etc., sur la diffusion. Dans ces mêmes missives, on trouve effectivement des nouveaux accords de distribution entre écoles, comme par exemple cette lettre de Pierre Boyancé à Pierre Amandry du 10 juillet 70. Alors, ce traité va connaître une petite modification en 78, il y en aura un deuxième, mais en réalité qui porte sur des détails, qui ne remet pas en cause en réalité l'architecture du précédent traité. Il porte sur des détails, la présence des inscriptions grecques et latines, sur les formats de pages de titres, donc toujours dans un traité ministériel, sur le nombre de feuillets, donc qui augmente très rapidement, puisqu'on passe à 87 feuillets, donc l'article 5, ce qui est assez retors, puisque ça fait donc 43,5 feuillets par école. Et le budget augmente, puisqu'il passe à 8 000 francs. Mais la structure elle-même du traité perdure. Et ce traité va tenir. On trouve dans des correspondances, par exemple, un fascicule de Beffard de 1935, la Beffard de Chapoutier sur les Dioscures au service d'une déesse, qui est toujours établie sur la base du traité, du premier traité ministériel. Alors, le traité perdure. Est-ce que le traité est contesté? Alors, là aussi, constamment. On trouve beaucoup d'avenants et d'échanges à ce sujet, d'à peu près toutes les parties prenantes. Alors, un échange assez amusant de 1922 de la part de Beaucard. Donc, de Beaucard, c'est l'héritier des maisons Thorin et Fontenoy, donc qui écrit à Charles Picard, directeur alors de l'École française d'Athènes. Vous le voyez, encore une fois, ces traités sont très mal établis et absolument pas conformes aux dépenses actuelles et selon les genres des travaux. Ou trop peu, je suis de ma poche pour une grosse somme. Et Eugène de Beaucard propose une solution originale et parfois très utile au directeur de l'époque. Lors de votre prochain séjour, nous examinerons ensemble ces traités. Mais pour le moment, si nous mêlons le ministère à ces révisions, on n'en finira plus et ce sera un retard pour tous les travaux. Donc, mais enfin, le ministère lui-même, parfois, remet en cause ses propres accords, puisqu'on trouve toujours, dans une correspondance de 1922, là, cette fois pour la Beffard numéro 123, le ministère qui lui-même reconnaît qu'il faut qu'il mette de l'argent au pot, et je suis tout disposé à assurer à l'éditeur la rémunération raisonnable de ce travail exceptionnel, mais bon, en n'ajoutant pas au titre de 1921. Donc ça sera pour le titre de 1922. Mais il ajoute aussi, à l'avenir, un avenant spécial devra être préalablement soumis en temps utile. Et donc de là, la multiplication des avenants, puisque à peu près chaque publication, si elles sont toujours établies en fonction du traité de 77, connaîtront effectivement des avenants.
Donc l'accueil et le succès d'estime est immédiat, hein, de toute façon, avec l'apparition de l'abbé Farr, l'apparition de cette collection qui est désormais sur les rails. Et on peut lire déjà dans le rapport de la commission des écoles en séance, Eugène Müns, dont on a vu la figure tout à l'heure, clore ainsi son discours. Au moment de terminer cet aperçu, il m'est impossible, messieurs, de me défendre d'un orgueil patriotique à contempler l'imposant et monumental ensemble des publications officielles de nos deux grandes institutions, cette bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, qui en une vingtaine d'années a mis au jour 80 volumes in octo et une quinzaine de volumes in quarto. L'Académie ne craint pas de le proclamer, peut être fière de l'œuvre qui se poursuit sous ses auspices sur les bords du Tibre et au pied de l'Acropole. En adressant également ses félicitations à la fois au directeur des deux écoles ainsi qu'aux élèves qui continuent si brillamment, loin de la mère patrie, les traditions de l'érudition française. Le terme d'érudition française, on le retrouve également cité dans des allocutions ou dans des lettres par les directeurs des écoles qui se succéderont notamment à Rome, dans les propos de Jérôme Carcopino, qui définit la bibliothèque des écoles d'Athènes et de Rome d'honneur de l'érudition française en 1937, et jusqu'en 1973, où Pierre Boyancé, en parlant de la Beffard, cette collection ancienne et bien connue des savants, donc un siècle quasiment après sa création, ces ouvrages de synthèse sont l'honneur de nos deux grandes écoles. Donc on voit encore une fois cette continuité un siècle après l'apparition du premier volume, en 1973, donc pile un siècle, de voir à quel point l'abbé Farr reste, je dirais, la vitrine absolue et le petit bijou des deux écoles. Alors, une vitrine absolue, mais enfin qui ne va pas sans difficulté. Et quand on se plonge dans les archives, finalement, on est un peu soulagé parce que la violence des propos qui pouvaient être tenus dans les années 20, 30, 40, 50, entre tous les intermédiaires, me font relativiser ce qu'on peut subir aujourd'hui. Ainsi, alors, à un certain moment, tout le monde se plaint de tout le monde. Donc, les auteurs se plaignent des délais de parution de l'éditeur. Mais alors parfois dans la publication elle-même, donc c'est-à-dire dans les notes de bas de page. Donc ce qu'on trouve dans la Beffard 128, où effectivement, les typographes et ceux dont ils dépendent, le soumettant à des diètes aussi fréquentes que prolongées, souhaitaient sans réticence sa fin malheureuse et prochaine. Et il fallut l'énergie et l'amitié du jeune directeur de l'école française de l'époque, donc Monseigneur Duchesne, pour que tous s'aperçussent et convinssent qu'il pouvait être aisément et rapidement édité. Donc, publié. Mais on a aussi l'éditeur qui se plaint, donc l'éditeur de Bocard, donc, qui se plaint des exigences des auteurs, et en rappelant leur effort financier. Je tenais à rappeler, donc Eugène de Bocard, je tenais à rappeler que je suis encore le moins cher des fournisseurs du ministère. Pour preuve, le ministère des Affaires étrangères vient de me donner la publication de ces recueils aux ambassadeurs, car à des prix pourtant supérieurs à ceux demandés aux écoles, j'ai été l'éditeur parmi tous ceux convoqués qui a fait les prix les plus avantageux. Mais, et il fallait bien qu'il y ait un dernier partenaire qui se plaigne, l'école elle-même, les écoles elles-mêmes peuvent se plaindre et des auteurs et de l'imprudence de l'éditeur. Donc je suis tout à fait... Donc c'est une lettre du directeur de l'école française de Rome adressée à de Bocard en 1963. Donc je suis tout à fait navré de l'excès de cet auteur. Mais à mon sens, votre imprudence est égale. Vous n'auriez pas dû prendre en charge une pareille responsabilité financière. Il vous était toujours possible, en pareil cas, de prévenir l'auteur, etc., etc., etc. Croyez bien qu'en pareille circonstance, nous vous soutiendrons et que nous comptons que vous nous tiendrez au courant, désormais le plus étroitement, de la division des responsabilités financières. La légèreté des auteurs est trop souvent inadmissible. Remontrance et plaintes successives. Après, le ministère lui-même se plaint. Il se plaint en adressant au directeur de l'école française de Rome une lettre précisant que les écoles ne sont pas assez vigilantes et ne savent pas suffisamment cadrer leurs auteurs.
J'appelle votre attention, donc là on est en 1923. J'appelle votre attention, J'appelle votre attention sur la nécessité de veiller de très près à ce que les auteurs, de veiller de très près à ce que les auteurs de mémoire ne sortent pas des limites qui leur sont tracées. Lorsque la bibliothèque de l'école a été créée pour éditer les thèses et au besoin certains travaux des membres, il n'était question que d'aider les membres à publier gratuitement le résultat de leurs recherches, mais dans les limites du budget. Il ne pouvait et il ne peut s'agir de publier sous prétexte d'appendices et de pièces justificatives des séries de mémoires et des collections de textes qui n'ont pas été exactement prévues au point de départ et semblent se développer pendant l'impression au seul gré de l'auteur. C'est le ministre qui... À quelle date ? 1923. 20 ans plus tard, pour clore effectivement cette série de lamentations, le directeur de l'École française de Rome adresse une lettre au directeur de l'enseignement supérieur. Nous sommes en 1949, avec lequel il a eu un échange et un entretien, donc lettre qui récapitule en fait les termes de cet entretien, rappelant que l'École française a à son budget un crédit publication qui se montait en 1949 à 904 000 francs. Elle participe pour la moitié ou les 2 tiers des frais, suivant les cas avec l'éditeur de Bocard, à la publication des thèses des anciens membres de l'école dans la collection bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome. Devant l'accroissement considérable des frais d'impression, l'augmentation déplorable du volume des thèses, la nécessité pour les ouvrages d'archéologie d'une illustration dispendieuse, l'école se trouve, malgré l'augmentation demandée pour 1950 de son crédit publication, dans l'impossibilité de faire face à la totalité des frais, surtout s'il se présente en même temps 2 ou 3 thèses, tel est le cas en ce moment. Des problématiques financières qui restent malheureusement toujours d'actualité. Ce système, mis en place en réalité en 1877, a perduré bon an, mal an, jusque dans les années 70. Les années 70 ont réalisé un véritable changement, puisque c'est le moment où les écoles françaises d'Athènes et de Rome se dotent chacune de leur propre système de publication et deviennent leur propre éditeur. Donc ça a été le premier virage. Mais ceci dit, un virage qui n'a pas complètement remis en cause le fonctionnement établi pendant le siècle. C'est-à-dire que les écoles travaillent toujours avec de Bocard. De Bocard qui ne devient plus que diffuseur, alors qu'auparavant, effectivement, il réalisait peut-être encore plus fortement ce lien entre les 2 écoles. Ceci dit, les années 70, peut-être signe des temps des années 70, ont pu donner l'impression que les écoles, avec l'abbé Fabre, vivaient separat in casa, c'est-à-dire, alors peut-être pour des raisons de choix visuel, peut-être pour des raisons de format, mais effectivement, on peut donner cette impression. Mais en réalité, la collaboration perdure. La collaboration entre EFA, EFR et de Bocard perdure. Et elle perdure encore aujourd'hui. Alors avec un membre en moins, malheureusement, il y a quelques années, effectivement, nous ne pouvons plus compter sur de Bocard. Mais là, après 140 ans, quand même, de collaboration entre nos maisons. Mais la collaboration entre EFA et EFR continue. Elle continue et elle est très visible sur les supports nouveaux aujourd'hui de l'édition, c'est-à-dire le support numérique. Sur Percé, qui diffuse l'abbé Fabre, nous apparaissons là, toujours l'un à côté de l'autre. Sur Open Edition, qui diffuse également notre collection, nous apparaissons effectivement sous un même modèle, un même chapeau, un même texte d'introduction, et nos ouvrages apparaissent de la même façon. Nous continuons d'utiliser des référentiels communs, nous continuons effectivement de collaborer à notre visibilité sur Internet. Donc, plus de 140 ans après le premier numéro, après plus de 400 volumes, traitant d'une vaste gamme de sujets et réunissant les plus grands noms, l'abbé Fabre demeure fidèle à ses origines. Dans ce même environnement concurrentiel, voire plus qu'il y a 140 ans, en faisant preuve d'une grande capacité d'adaptation, ce recueil commun rend encore et toujours parfaitement compte des travaux
et de l'excellence de nos deux institutions et de la recherche française.